Coucou, une vidéo réaction du coup sur sauver les relations hommes-femmes avec Julien Rochdy. Ça va être horrible. Enfin bref. Julien Rochdy essaye de se retirer de la vie politique depuis 5 ans. Ancien directeur du Front National de la Jeunesse, consacre désormais l'essentiel de son temps au développement de ses idées. Il devrait éviter. Enfin bref, après avoir connu un franc succès avec son précédent ouvrage Nietzsche, l'actuel, il présente aujourd'hui L'amour et la guerre, répondre au féminisme. Ça me fait bien marrer toutes ces personnes de droite là qui ont lu Nietzsche, tu vois. J'espère qu'ils comprennent en fait ce qu'ils ont lu, mais bon. Voyons, bref. Le pouvoir, c'est la virilité. Bah non. Les hommes sont plus faits pour la virilité. Certaines femmes peuvent l'obtenir, je répète, hein, excuse-moi. Mais la plupart des femmes n'ont pas envie de se montrer viriles. Ça ne les intéresse pas. Et on les comprend, et on leur en veut pas. Alors, pourquoi la virilité, ça serait le pouvoir? Voilà, il balance des trucs comme ça, comme si c'était des faits, mais bah, on veut un argumentaire. Pourquoi la virilité, il faut être viril pour avoir du pouvoir? Ce qui est complètement faux, parce qu'il y a différentes façons d'avoir du pouvoir, que ce soit vis-à-vis de sa richesse, vis-à-vis des relations politiques avec des personnes influentes, qu'on peut avoir aussi au niveau des entreprises, si on est à la tête de grosses entreprises qui ont beaucoup d'impact sur notre société. Bref, on peut avoir du pouvoir de différentes manières, et juste dire être viril c'est avoir du pouvoir, ça marche pas en fait. Ça marchait peut-être il y a 2000 ans, et encore, mais bon. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle interview VA+. Je vous rappelle comme d'habitude de vous abonner, de liker et de commenter la vidéo, c'est très bon pour le référencement de la chaîne. Aujourd'hui on va parler de féminisme et de Nietzsche avec Julien Rochdy. Arrêtez avec Nietzsche, laissez-le tranquille, surtout si vous n'arrivez même pas à le comprendre. Enfin bref, j'ai l'impression que toutes ces personnes, tu vois, ils ont lu un livre, c'est Nietzsche. Bref, il faut arrêter avec ces conneries, mais bon. Julien, bonjour. Salut. Alors, tu écris un nouveau livre après ton premier essai sur Nietzsche, qui s'appelle du coup « L'amour et la guerre, répondre aux féministes ». Alors, tu fais une première distinction dans ce livre entre le féminisme idéologique et le féminisme pratique. Quelle est la différence entre les deux pour toi? En fait, le féminisme pratique, c'est le féminisme qui s'intéresse au bien-être des femmes, à leurs droits, à leur liberté et à leur sécurité. Bref, il va dissocier comme s'il y avait le féminisme... Non, je suis pas sûr que ces mouvements existent. Mais bon, ça va être son truc à dire pour lui, tu vois, il y a des féministes que j'aime bien, moi je vais les regrouper sous ce terme. Tu vois, c'est des gens qui font vraiment attention au bien-être des femmes, tu vois. Des gens bien, alors qu'il y a tous les féministes, des connasses, des connards que j'aime pas. Et ça, je pense, objectivement et honnêtement, que la plupart des hommes occidentaux sont féministes, en fait, de ce point de vue-là. Bon. J'ai des gros doutes là-dessus, mais on va voir. Or, le féminisme que nous avons affronté et que nous subissons aujourd'hui dans le monde occidental est un féminisme idéologique, qu'on appelle post-féminisme. Ah, ils aiment pas l'idéologie. Ah, c'est mal, c'est mal. Ça serait quand même con, parce que eux aussi, en fait, c'est toute une idéologie. Enfin bref, de toute façon, le terme cette idéologie est surtout mal vu, mais bon, on va surtout voir ce que c'est. Ah ouais, je vous entends, les rageux qui me disent « Oh là là, dès que j'ai peur, regarde sur Google. » Vous ferez bien d'en faire autant. Science des idées, des concepts, bref, ça veut tout dire. Une idéologie est un système prédéfini d'idées, appelé aussi catégorie, à partir de laquelle, desquelles la réalité est analysée par opposition de connaissances intuitives, la réalité est susceptible. Bref, donc on peut dire que un petit peu tout, c'est de l'idéologie. Donc, voilà, c'est un peu un terme bateau qui veut rien dire. Néo-féminisme, féminisme 2.0. Moi, je l'appelle féminisme idéologique parce que je montre, notamment dans un chapitre, à quel point c'est un féminisme qui est totalement conceptuel et qui est totalement presque une copie conforme d'un marxisme dévoyé. Ouais. Un marxisme dévoyé en parlant de féminisme. Alors, je ne sais pas si tu es au courant, mais le féminisme, ça regroupe énormément de mouvements différents. Donc juste dire moi le féminisme. Bref. Donc visiblement tu ne t'es pas du tout intéressé aux différents mouvements féministes, c'est pas grave, mais quand ton but c'est d'en parler, ça serait bien un minimum de se renseigner.
Ouais, Et donc c'est totalement idéologique et ça n'a rien à voir finalement avec le bien-être des femmes. Et c'est la distinction que je fais parce que de la même manière, si Bah si, mais pour toi en fait, enfin bref, tu on va veux passer que là-dessus. le marxisme utilisait, les communismes utilisaient les ouvriers pour faire sa révolution comme prétexte et comme matériel, ben en fait ce féminisme idéologique utilise les femmes, utilise Je pense qu'il a pas beaucoup lu Marx, mais bon. la cause des femmes pour leur révolution du genre, pour la destruction d'un certain nombre de nos traditions. Ah, la destruction du genre. Toutes ces personnes qui ne savent pas du tout ce qu'est le genre déjà, qui pensent qu'il n'existe que le sexe, enfin bref, lui visiblement il a enfin compris pas que le genre existait. De toute façon après, ces personnes sont très conservatrices, donc tout ce qui va être oui, il faut que la tradition soit respectée, enfin bref. Et de notre art de vivre entre les sexes. Est-ce qu'il n'y a pas d'ailleurs... Art de vivre entre les sexes. Alors, je sais pas si interdire le droit de vote aux femmes ou interdire qu'elle ait un compte bancaire. Bref, c'était en tradition, bah, c'était pas terrible. Donc, tradition n'est pas égale, c'est bien. Donc, en fait, on garde ce qui est bien et on vire ce qui est mauvais, tu vois. Voilà, enfin, bref. à la base de ce nouveau féminisme, la théorie du genre, dans... Nouveau féminisme? Mais c'est comme tout en fait, c'est comme s'il y avait un nouveau... Enfin... Il y a plusieurs féminismes, point, il n'y en a pas qu'un Dans seul. le sens où on efface finalement les sexes féminins, masculins pour choisir les genres, et du coup bah, on arrive en fait à cet effacement total et à l'effacement presque de la femme. Oui, Non, c'est juste en fait des thèmes que vous n'avez absolument pas compris. C'est juste que visiblement, bah, je vais reparler, quand on parle de sexe, on parle des parties génitales. Voilà, donc définir une personne uniquement par ses parties génitales, bah ça marche pas trop, voilà. Donc c'est pour ça qu'on a fait le sexe. Qu'est-ce que je raconte? Le genre, bref. Donc le genre est défini par l'ensemble des caractères sexuels dont le sexe fait partie. Et donc oui, enfin, en fait, beaucoup de gens confondent le sexe et le genre, bah, parce que dans la plupart des cas, bah, une personne qui a un pénis est un homme et une personne qui a un vagin est une femme. Mais bon, ce n'est pas parce que ça marche dans la majorité des cas que ça marche tout le temps. Bref, en plus, à chaque fois, bah, quand je peux en parler dans les commentaires, qu'on voit des personnes intersexes, des personnes qui me disent « Oui, mais ils sont très très faibles, ils sont pas nombreux. » Bah oui, mais ils existent. Voilà, donc il existe plus de genres. C'est plus complexe que ça, et le but n'est pas de dire bah, que les hommes et les femmes n'existent plus. C'est complètement stupide, parce que là, enfin, bref. De toute façon, ils adorent dire ça, que du coup, oh là là, les chances, enfin, nous, progressistes, personnes LGBT, sommes en train de détruire les hommes et les femmes. Bah non. En fait, on s'en fout. En fait, je pense que vous ne comprenez pas, c'est juste, bah, en fait, le monde, il va rester, enfin, il va pas beaucoup changer, enfin, on n'a rien contre les hommes cis, enfin, les femmes cis, etc. Bref, c'est juste, on veut les mêmes droits. Visiblement, c'est pas du tout compris, ils sont là, oh là là, ces personnes veulent détruire, il n'y aura plus de concept d'hommes et de femmes. Bah si, ça reste. Enfin bref, vous tombez bah, sur des choses bah, visiblement que vous comprenez pas, et donc du coup, bah, plutôt que d'essayer d'apprendre, vous êtes là, c'est des conneries. absolument, c'est un féminisme qui est contre le masculin et contre le féminin. Bah non en fait. Ce que tu parles masculin et féminin, c'est plutôt de la masculinité toxique et de la féminité toxique. Quand on parle de masculinité toxique, ce sont tous les stéréotypes qui vont associer, par exemple, bah, pour être un homme, il faut être ci, il faut avoir les cheveux courts, il faut avoir de la barbe, il faut être costaud. Pour être une femme, il faut avoir beaucoup de femmes, il faut être jolie, il ne faut pas avoir de poils. Vous voyez, c'est tous ces stéréotypes, bah, au final, bah, qui ne définissent pas les hommes et les femmes. Mais pour ces personnes, si. Voilà, et comme on leur dit, bah non, bah les hommes, bah ils peuvent se maquiller, ils sont pas obligés d'être forts, ils sont pas obligés d'avoir la barbe, tu vois, les femmes peuvent avoir des poils, etc. Bref, et eux ils sont là, non, comment ça? Mais c'est pas possible. Enfin bref.
considère comme étant des catégories culturelles construites et artificielles. En fait, si tu veux, dans ce livre, je m'attaque aux 4 grands piliers idéologiques du féminisme. Parce que c'est pas un bouquin que j'ai fait pour répondre sur des questions statistiques, par exemple, tu sais, quand elles disent les salaires des hommes, des femmes, les différences salariales, ce genre de trucs. Non. Moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment d'aller au fond et de comprendre quelles étaient les sources narratives de cette idéologie féministe. Et pour moi, il y en a 4. Alors, on va voir ce que sont ces magnifiques 4 piliers. Je m'attends pire. Et alors la première, c'est celle que tu viens d'évoquer, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune différence entre les sexes, notamment au niveau psychologique. C'est-à-dire qu'en fait, on a des corps dimorphiques, nous sommes différents de Alors, on va le faire parce que visiblement, en fait, ces gens ne comprennent que blanc ou noir, en fait. Parce que c'est lourd. Enfin bref. Donc, il y a des différences au niveau de... ça se voit, en fait, au niveau des corps, bref. Est-ce qu'il y a des différences au niveau des caractères et de comment on agit en fonction de notre genre? C'est possible. Mais ça ne définit pas, en fait, voilà. En fait, je crois que ces personnes sont là, du coup, tout, comme on est, comment on parle, etc., tout est défini par notre sexe. Bah non, ça ne marche pas. Tu vois, en fait... T'en as qui savent à peu près la réalité, et ceux qui pensent à savoir, tu vois, ceux qui pensent à savoir, sont dire que notre caractère vient uniquement de notre genre. Alors que, dans la réalité, notre caractère, voilà, comment on est, etc., ça ne provient peut-être pas de notre genre, de où on est né, de notre famille, de la culture, de la religion, dans quel lycée on est allé, avec quels copains on est allé, de quels amis, bref, il y a tellement de facteurs qui rentrent en jeu que le facteur juste biologique, il joue pas forcément énormément sur la balance. Et donc, ce qu'on est en train de dire, c'est que finalement, les hommes et les femmes, ils sont pas si différents que ça. Et on se rend compte, en fait, quand on fait de l'éducation qui est plutôt unisexe, on peut se retrouver avec des hommes et des femmes qui peuvent avoir les mêmes envies, etc. Parce que en fait, eux, ce qu'ils aiment dire, c'est que, les petites filles aiment jouer avec la Barbie, les enfants aiment jouer au camion. Mais ça n'existe pas, en fait. Il y a des enfants qui aiment jouer à la Barbie et d'autres qui aiment jouer des camions, peu importe leur genre. Mais non, ils aiment bien, en fait, de dire que, tout notre comportement serait mince, c'est l'inverse d'acquis. Intuitif, bref, je pense, navré, j'ai oublié le mot. Corps, ça quand même, quand on peut le constater que dans la rue, entre un homme et une femme, nous sommes quand même différents. Ouais. Mais ils disent que notre cerveau sont les mêmes. Non, personne ne dit ça. C'est-à-dire que l'évolution ne compte pour rien, et en fait, notre esprit, nos caractères, nos psychologies ne dépendent exclusivement que de la culture, l'école, l'éducation, et ainsi de suite. Non. En fait, c'est toujours marrant en fait que ces personnes pensent connaître le discours de l'autre et ils le modifient en fait parce qu'ils sont pas capables d'aller contre, ce qu'on appelle un homme de paille, c'est-à-dire qu'on va prendre le discours de quelqu'un et le modifier. Personne n'a dit que le cerveau des hommes et des femmes était pareil, et c'est aussi pour ça ce qui cause, par exemple, la dysmorphie, la dysphorie de genre. C'est qu'on se retrouve en fait avec des personnes qui se retrouvent avec le corps par exemple d'un homme et le cerveau d'une femme. Bref. Mais en fait, ce qu'on est en train de dire, c'est que le facteur biologique, il agit sur comment on est construit, etc. Mais par rapport au facteur social, il n'est pas si important que ça. Tu vois ? Tout est toujours plus nuancé. Donc ça, Et bien sûr, ça serait facile de dire « Oh là là, regardez, ces personnes, ils pensent que les hommes et les femmes sont identiques. » Non, personne n'a dit ça, en fait. C'est sûr que si tu te bats contre... faut arrêter... Au bout d'un moment, si tu modifies, en fait, le discours des autres, c'est sûr que c'est plus simple, en fait. Ouais. Le premier pilier narratif du féminisme. Et je montre évidemment que c'est faux. Par la nature et les dernières découvertes scientifiques sur le cerveau entre les hommes et les femmes. Est-ce que tu peux détailler ça, par exemple, les différences cérébrales? C'est énorme, il y a plein de choses. Rien que l'influence des hormones, ça a une influence déterminante sur nos travers, nos comportements, nos inclinations. Pas tant que ça. Les hormones peuvent jouer. Elles peuvent notamment beaucoup jouer sur nos humeurs,
peut savoir, notamment avec les troubles dépressifs ou les troubles bipolaires, ou bref, les différentes phases maniaques, etc. Phases dépressives, phases maniaques, d'après. Effectivement, la variation d'hormones dans notre corps peut jouer sur notre humeur. Est-ce que ça peut influencer notre comportement? Possible. Mais de là, en fait, ces personnes en fait ne comprennent pas. Ils disent que pour les féministes, les hommes et les femmes ont le cerveau, c'est complètement faux. Que le cerveau n'influence pas, notre génétique n'influence pas notre caractère, c'est faux. Que les hormones n'influencent pas sur notre caractère, c'est faux. Mais en fait, on le sait tout ça. Mais ce qu'on est en train de te dire, tous ces facteurs qui sont biologiques, au final, comparés aux facteurs sociaux, ils ont du poids, mais pas tant que ça, tu vois. Bref. Voilà. Et l'évolution, en fait, j'utilise beaucoup la psychologie évolutionniste pour montrer qu'en fait, ces différences hommes-femmes s'expliquent par les stratégies reproductives que nous avions à la préhistoire. Et en fait, ces stratégies reproductives ont été tellement vécues pendant des dizaines, des centaines de milliers d'années qu'elles n'ont pu avoir qu'une incidence encore très forte en nous, comme des atavismes. Et c'est quelque chose que l'on remarque aujourd'hui, encore à plein niveau, notamment sexuel. Alors après, je ne vais pas rentrer dans les détails. Alors, je ne suis pas sûr qu'il soit spécialisé dans comment ça marchait, les relations au temps de la préhistoire, mais bon. Mais on parle du fameux cerveau plastique de l'homme. Et c'est vrai que l'une des caractéristiques de l'être humain, c'est qu'on a un cerveau plastique, c'est-à-dire qu'il s'adapte à chaque génération en fonction du contexte social. Non, c'est plus... c'est différent. On peut aussi s'adapter au niveau des... en fait, notre cerveau peut s'adapter, pas forcément au niveau social, au niveau de chaque génération, mais même dans des cas particuliers sur une vie. On peut changer d'idée, etc. Bref, et ce qui nous permet en fait de un peu défaire des fois des trucs qu'on aurait appris qui étaient vraiment... Mais ça, on peut le retrouver aussi chez d'autres animaux, bref. Sauf que le problème, c'est que pour tout ce qui est lié à la sexualité, dans le cerveau, ce sont des zones qui sont précisément les moins plastiques. Donc d'un point de vue sexuel, nous sommes encore extrêmement déterminés. Ce qui suppose donc que nous avons une nature en nous, un gros animal en nous, comme disait Platon, et que le but en fait, c'est d'être capable de dealer avec cet animal-là, et de ne pas le nier, de ne pas le dénier. Alors, est-ce qu'on a les instincts primaires concernant notre sexualité? Oui. Est-ce qu'on a aussi, des préjugés là-dessus? Oui. Et en fait, le gros problème, c'est que pendant des générations, on a aussi s'est fait une idée de la sexualité qui n'est pas forcément vraie, une idée sur le genre qui n'est pas forcément vraie. Et là, en fait, tu nous dis que tout ce qu'on croit, en fait, ça serait justement uniquement lié à ces bas instincts. Mais non, il y a plein de choses qui ont été produits, décidément j'ai du mal aujourd'hui, qui ont été faits via, je vais y arriver, qui ont été transmis par des paroles, etc. Et donc, dans notre culture, et qui te disent pas forcément des choses qui sont vraies sur notre sexualité. Bref, passons. Ce que ces féministes-là font. Donc ça, c'est le premier pilier narratif du féminisme. Alors, après, on peut passer au suivant si tu veux. Allons-y. Le deuxième, on en entend souvent parler, c'est l'idée que le patriarcat, c'est toute l'histoire de l'humanité, et ce patriarcat a oppressé les femmes, et toute l'histoire des femmes, c'est une histoire dans une condition de victime, et de victime absolue. Donc c'est ce qu'on entend aujourd'hui, si tu veux, dès qu'on entend quelqu'un, une féministe ou un féministe, parce que vraiment, s'il y a des hommes comme ça aujourd'hui, dire avant les femmes étaient oppressées, avant les femmes ne pouvaient pas faire ceci, cela, avant les femmes n'étaient pas libres, avant les femmes... Tout ça est faux en fait quand on regarde vraiment précisément l'histoire, et je fais un gros travail historique pour montrer que on peut pas résumer les choses aussi simplement. Vraiment. J'aimerais bien savoir comment tu travailles en fait, parce que à mon avis, vu tes pensées, etc., je pense juste que tu prends juste les choses qui t'intéressent dans l'histoire. Parce que il y a pas si longtemps, les femmes pouvaient pas voter, alors que les hommes si. Elles ne pouvaient pas avoir de compte bancaire. Il y avait plein de choses qu'elles ne pouvaient pas faire. Et donc oui, après,
euh, en fonction des siècles, leur rôle a été plus ou moins... et puis c'est vrai qu'on ne peut pas aussi dire que les femmes étaient tout le temps oppressées, parce que ça dépend aussi de leurs conditions sociales. Ça joue beaucoup, c'est sûr. Quand tu fais partie du tiers-état comparé à la noblesse, c'est pas la même chose. Puis ça dépend des époques, bref. Mais dans la plupart des cas, quand on voit... Parce que d'ailleurs, je pense qu'on ne comprend pas trop le terme de patriarcat, mais il existe, dans notre monde, il a existé, et je ne sais pas s'il existe encore, des sociétés qui ont été matriarcales, donc qui étaient basées autour des femmes. Mais bon, lui, de toute façon, pour lui, le patriarcat, c'est quelque chose d'inventé, mais non, il est toujours présent, et ça paraît con, mais on a encore des reliquats aujourd'hui où il y a des personnes encore qui pensent en fonction de ce que tu as entre les jambes, tu seras plus doué avec un balai ou un tournevis, alors que ça n'a strictement aucun sens, tu vois. Et c'est que des choses comme ça qui étaient... il y a encore 100 ans, c'était encore la galère, quoi. Enfin bref. Donc bon, je sais pas du tout comment tu fais tes recherches, mais visiblement... Et très souvent d'ailleurs, les féministes résument l'histoire au 19e siècle. Le 19e siècle est un siècle que je méprise personnellement, et j'explique pourquoi. Et c'est vrai que la femme, et la situation, et pas n'importe quelle femme d'ailleurs, la femme bourgeoise, celle que l'on connaît particulièrement à cause de la littérature, évidemment, cette femme-là était en effet une femme empaillée, était une femme qui n'avait pas de liberté, et qui était réduite finalement à ce que la féminité a de plus médiocre et de plus bas. Et donc quand les féministes songent à s'émanciper toujours de l'homme et du patriarcat, en fait elles ne sont centrées que sur ce 19e siècle. Et elles ne se rendent pas compte qu'en voulant s'émanciper, elles ne s'émancipent pas de l'homme, mais elles ne veulent s'émanciper que du 19e siècle. Mais en fait, l'homme aussi au 19e siècle a perdu beaucoup de son prestige et de sa valeur. Donc voilà, je fais un travail pour montrer que le patriarcat, en plus, il était inéluctable dans l'histoire et à travers l'évolution. Je sais pas si ça paraît con, mais même par exemple quand on parle des familles royales, par exemple, c'était toujours les hommes qui étaient mis à la... très très souvent, les hommes qui étaient mis devant, à moins qu'ils... ça paraît con, mais même, je sais pas, dans beaucoup de... par exemple, c'est pas forcément l'aîné. Par exemple, s'il y avait une petite fille qui naissait avant un petit garçon, c'était le petit garçon qui allait aller au pouvoir, et pas la petite fille. Bref, il y a plein de choses comme ça, et donc qui se sont un petit peu perpétuées. Mais bref. Et pire encore, il servait les femmes pour beaucoup. Et les femmes, d'ailleurs, servaient le patriarcat. C'était dans l'intérêt des femmes de servir les pouvoirs patriarcaux. On va se retrouver encore dans ce truc de préjugés comme quoi les femmes servaient le patriarcat parce que c'était bien, ça servait à les protéger, etc. Bof en fait, surtout quand on se rend compte, les protéger de qui? Pas des hommes en fait. C'est quand même fou de se dire, je vais me laisser me faire discriminer par des hommes pour être protégé des hommes. Bref. Et le troisième, c'est l'amour. Ça, c'est quelque chose qui est vachement inquiétant aujourd'hui, c'est de dire qu'on entend de plus en plus que l'amour est un piège pour les femmes. En tout cas, l'amour, l'attraction du pôle féminin pour le pôle masculin, c'est un piège absolu pour les femmes. Et en plus, c'est quelque chose d'artificiel. Tu sais, aujourd'hui, l'hétérosexualité, l'homosexualité, c'est quelque chose que tu peux choisir, comme tu choisis ta chemise, quelque chose comme ça. Non, on ne choisit pas notre attirance sexuelle. Navré. C'est quelque chose qu'on entend de plus en plus, c'est toujours la société qui nous impose ceci, c'est la société qui nous impose les codes esthétiques qui font qu'on désire un tel ou un tel, et je montre que c'est, encore une fois, avec les dernières découvertes scientifiques, que c'est absolument n'importe quoi. Que la société favorise plutôt les personnes hétéros que les personnes homosexuelles. Ça a toujours été le cas, hein. Il y a des fois aussi même des... là ça commence un petit peu à se libérer, mais il y a dans beaucoup de cas des personnes homosexuelles qui se sont forcées à avoir des relations hétérosexuelles, pas pour ne pas paraître un petit peu défiant et ne pas se faire discriminer. Que tout cela est extrêmement déterminé, et que l'amour, en plus, n'est pas un piège pour les femmes, ça a été de tout temps la gloire de la femme. Et c'est-à-dire la chose qui a permis aux femmes d'avoir une toute puissance sur les hommes, et de les faire rayonner aussi dans l'histoire. Parce que... toute puissance sur les hommes, je sais pas, mais quand on voit le nombre de femmes battues, au bout d'un moment, ça peut paraître logique de certaines femmes aient peur de se retrouver en couple
de peur de se retrouver aussi dans une situation avec un mari violent. Enfin bref, on peut prendre aussi ça en prenant ceci en considération. C'est une dignité incroyable. Il y a des exemples extraordinaires de femmes aimantes, que ce soit vis-à-vis de leur famille, de leur mari, de leur amant, des choses extraordinaires. Le prestige de la femme dans l'histoire, il se voit et se révèle par l'amour. Ok, donc là on est dans les préjugés, comme quoi juste la valeur de sa femme se voit uniquement dans l'amour. C'est complètement faux, oui. Parce qu'il y a des femmes qui peuvent être très fortes en tant que chef d'entreprise ou en tant qu'artisan ou dans leur métier ou même dans leur truc artistique en tant qu'autrice, etc. Donc juste dire le seul avantage de la femme c'est l'amour, ouais, c'est hyper réducteur. Et quatrième récit narratif du féminisme idéologique, c'est de dire que le féminisme est quelque chose qui sert les femmes, bien sûr, et que si tu es anti-féministe, tu es anti-femme, tu es misogyne. Alors, est-ce que le fait d'être anti-féministe et être anti-femme... je sais pas, non... Je pense pas que ce soit forcément le cas. Mais après, c'est compliqué parce que le féminisme aujourd'hui, c'est tellement de mouvements, donc au final, on peut être contre des mouvements féministes, certains mouvements, mais se retrouver être vraiment contre des valeurs de base du féminisme, ouais, c'est un peu dans ce sens, c'est un peu contre les femmes. Enfin bref. Misogyne, tu es masculiniste, c'est des choses que j'ai entendues plein de fois à mon égard. Alors, je tiens aussi à préciser qu'on peut très bien être une personne masculiniste et être pour le féminisme aussi. On peut très bien vouloir se battre pour le droit des hommes, parce que malheureusement, les hommes sont aussi touchés sur certains droits où il y a des inégalités pour les hommes. Et on peut très bien en fait être masculiniste et féminisme. Voilà, les personnes qui se disent masculinistes ne sont pas des gens qui sont forcément contre le féminisme. Bref. Je montre là, c'est ce qu'on disait au début, je fais une comparaison très nette avec le marxisme en montrant que vraiment ça correspond point par point d'un point de vue du récit, et que du coup, être anti-féministe, en tout cas anti-féminisme idéologique... Alors, est-ce que tu nous fais de l'anti... merde, je vais y arriver. Marxiste... Merde. C'est vrai. L'anticommunisme de base. Oh là 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 là. D'ailleurs, il faut que tu expliques en fait pourquoi tu fais un lien entre le marxisme et le féminisme. Vu que ça n'a absolument rien à voir, mais bon. Ne signifie pas détester les femmes, loin s'en faut, de la même manière qu'il ne fallait pas être communiste pour se soucier des ouvriers. Ouais. Alors tu m'expliques oui, c'est vrai, mais quel rapport? Que l'amour et le prestige de la femme, c'est-à-dire l'amour. Là, c'est la gloire, c'est vraiment la gloire de la femme. C'est-à-dire quand on entend les féministes mettre en garde contre l'amour, c'est vraiment quelque chose qui fait frémir, parce que quand on regarde justement l'histoire, on s'aperçoit que c'est à travers l'amour que les femmes ont récupéré leur pouvoir, une puissance formidable. Qu'est-ce que pouvait pas faire autrement en fait. Ça paraît être con, mais oui, enfin avant, ceux qui étaient éduqués c'était les garçons, et tout ce qu'on apprenait aux filles, c'était à faire la cuisine, etc. pour avoir un époux, et donc la seule chose qu'ils pouvaient faire pour s'émanciper, c'était trouver le bon parti. Donc oui, déjà de base il y a un problème, parce que malheureusement il y a même dans certaines époques, il y a même des femmes qui ont voulu se faire voir dans l'air, etc. Mais non, elles ont été un petit peu mises de côté parce que ce n'était pas des choses que devaient faire les femmes. Et donc là, tu es complètement en train de dire que le seul but de la femme, c'est juste... sa seule valeur, c'est en tant qu'épouse. T'imagines à quel point c'est réducteur? Enfin bref. Et là, il nous parle, oui, alors le patriarcat n'a pas vraiment... Et encore une fois, plus que le pouvoir aussi, du prestige, quelque chose de magnifique. Et donc, si tu veux, s'il y a une idéologie ou n'importe quoi me proposait de me retirer quelque chose
qui avait fait toute ma puissance et toute ma gloire à travers les siècles, je le trouverais un petit peu bizarre, tu vois. Mais personne ne dit qu'il ne faut pas que les femmes soient amoureuses. Tu vois, tu peux très bien être amoureuse, avoir une relation, fonder une famille, et faire des trucs en plus, tu vois. Tu peux très bien fonder une famille, être artiste, créer une entreprise, faire du sport, faire des compétitions, bref. On peut faire plusieurs trucs, tu vois. Et il faut pas mettre juste la femme sur ce côté de... elle sert juste pour la famille, quoi. Voilà. Et c'est précisément aujourd'hui ce que fait le féminisme idéologique, il passe son temps... C'est quand même fou, en fait, le gars est en train limite de se battre contre des moulins à vent. Le gars a l'impression de connaître le féminisme, et déjà les 4 points, les 4 bases que lui détermine, bah... Le féminisme n'est même pas d'accord avec ces points, donc au bout d'un moment, faut arrêter les conneries. À dire aux femmes, faites attention... vous avez peut-être certaines attractions en vous tendancielles vers des hommes masculins, virils ou ce genre de choses, mais tout ça est un piège. Ah, c'est ça ce qu'il voulait dire. C'était donc ça. Il disait non, en fait les femmes il faut faire attention à l'amour parce qu'en fait l'amour envers les hommes, parce que en fait pour eux, voilà, si t'es pas viril etc, t'es pas un homme. Donc dans sa logique, ouais ça marche un peu, enfin bref. Tout ça est une construction de la société, c'est parce que vous avez assimilé les codes de la domination, enfin toutes ces conneries, et donc elles passent leur temps à mettre en garde contre l'amour. En fait, c'est précisément cette séparation. Non, elles mettent leur temps à mettre en garde contre les personnes qui sont un peu comme toi, qui prêchent en fait des valeurs conservatrices et qui prêchent en fait la masculinité et la féminité toxique. Tu vois? Est-ce que tu comprends ça? On dit que le féminisme actuel participe de la séparation entre les sexes. Si tu veux. Les sexes se séparent, se comprennent de moins en moins, se rassemblent de moins en moins, s'aiment de moins en moins, et sont de plus en plus incapables à avoir un projet commun pour toute une vie. Alors, je ne sais pas sur quelle planète vous vivez, mais visiblement, toutes les personnes autour de moi, se débrouillent bien en fait. Tu vois, toutes les personnes cis, elles arrivent à se comprendre, etc. Et je pense en fait, vous êtes juste parti dans votre petit monde, votre petite bulle, où vous prenez en fait les femmes juste pour des sexes ambulants et pour la reproduction. Donc c'est sûr qu'au bout d'un moment, si vous les considérez pas comme des êtres humains, ça va pas trop marcher. Enfin bref, donc je suppose qu'ils prennent un petit peu leur petite bulle en disant que eux ont de plus en plus de difficultés à trouver les femmes, parce que effectivement, oui, les femmes ont juste envie d'être traitées normalement, comme n'importe qui. Et comme eux, ils continuent à avoir des valeurs qui sont hyper traditionnelles et hyper viriles et donc hyper machistes, visiblement, ils ont de plus en plus, eux, de problèmes à trouver des femmes. Et donc, ils font une génération abusive, ils se disent, oh là là, si je trouve pas des femmes, ça va être la faute, ça va être pareil pour tout le monde. Bah non. Bah non, les gars. Bah non. C'est peut-être votre cas à vous, parce que visiblement, vous avez de fausses connaissances en fait. Et ça paraît con, mais si vous considérez juste les femmes pas comme des personnes, comme n'importe qui, tu vois, et que vous les parlez comme des êtres humains, il n'y aura pas de problème. Voilà. Ouais. Mais en fait, si tu veux, ce féminisme-là n'est qu'une métastase du nihilisme de la société occidentale. Et en fait, il provient précisément d'une séparation primordiale. En fait, il faut renverser la causalité. C'est parce qu'il y a cette séparation du fait des conditions de vie actuelles, modernes et surtout post-modernes, dans les centres-villes. J'ai tout un chapitre où je décris la vie de Paul et la vie de Victoire, deux jeunes que j'imagine, mais que j'imagine en fait, que je les connais, j'en ai connu des centaines, des comme ça. Il y a 2 jeunes qui vivent à Paris, et je montre qu'en fait, pour Victoire, toute sa vie va la mener au féminisme idéologique et le ressentiment, et toute la vie de Paul va le mener aux jeux vidéo et à la haine des femmes. Voilà, parce que
Non, ce n'est pas parce que t'aimes le jeu vidéo que t'as une haine contre les femmes. Faut arrêter les conneries, et ce n'est pas parce que... Enfin... Oh là, tout ce que nous décrit, c'est juste des stéréotypes à la con. Genre, décidément... Heureusement, les conditions de la société font qu'on nous amène vers cela. Bah... Non. Non, arrête de prendre ton cap pour une généralité. Mais du coup, en fait, cette séparation qui est induite par donc, les conditions de la vie postmoderne et puis quelque chose de même plus profond psychologiquement, à savoir la non-volonté de se reproduire, qui est vraiment l'un des symptômes terribles de l'Occident, en fait, que l'on voit en Europe occidentale particulièrement, cette non-volonté de nous reproduire à tout niveau, que ce soit génétiquement, mais aussi culturellement. Pour des C'est-à-dire- raisons. Bah, prouve-le-nous, en fait. Tu vois, c'est pas juste en disant des trucs comme ça bah, que ça va le prouver. Enfin, bref. On remarque effectivement bah, que plus on se trouve dans une culture qui est avancée, et moins les gens vont avoir tendance à faire des enfants. Voilà, fin de l'histoire en fait. Est-ce que les gens ne veulent pas se reproduire? Bah si, il y a toujours plein d'enfants qui sont faits. Enfin bref. Mais bon, tu vois, tu m'aurais limite parlé du cas du Japon, pourrais comprendre. Mais là en France, je pense pas qu'on ait encore de problème pour parler encore de... voilà, pour s'habiller... qu'il y ait de baisse de population. Au moins que tu nous fasses... Ah oui, le terrible truc du... Ah, le grand remplacement, enfin bref. Je pense que je vais faire une pause. De toute façon, on dit beaucoup de conneries. Donc voilà. Fin de la première partie. Bisous.